Dimanche 5 octobre 2014, devant l'église Notre-Dame de Ham, en Picardie, au nord de Paris. Cet homme en larmes, c'est Denis, le père de Christophe, un jeune homme de 25 ans sauvagement assassiné en 2012. La femme qui porte ce grand portrait réalisé en sa mémoire, c'est sa mère, Jocelyne. C'est la première fois qu'une messe est célébrée pour rendre hommage à Christophe depuis sa disparition brutale. La cérémonie ressemble à des obsèques. À un détail près, il n'y a pas de cercueil. Une attention particulière nous est demandée pour Christophe Ambouge, dont le seul lien de recueillement est cette photo. En effet, les parents de Christophe, décédés dans des circonstances atroces, souhaitent en ce jour rassembler leurs familles et leurs amis afin de prier pour leur fils. Cette absence de cercueil, c'est toute la tragédie de cette mère et ce père effondré. Ils ne savent pas si un jour, ils pourront se recueillir sur la tombe de leur fils. Car le corps de Christophe a disparu. Une attention particulière nous est demandée pour Christophe Ambouge, dont le seul lien de recueillement est cette photo. En effet, les parents de Christophe, décédés dans des circonstances atroces, souhaitent en ce jour rassembler leurs familles et leurs amis afin de prier pour leur fils. Cette absence de cercueil, c'est toute la tragédie de cette mère et ce père effondré. Ils ne savent pas si un jour, ils pourront se recueillir sur la tombe de leur fils. Car le corps de Christophe a disparu. Denis et Jocelyne ont divorcé en 2005. Christophe décide alors de rester vivre avec son père dans cette petite maison qui est celle de son enfance. À l'étage, la chambre de Christophe est restée en l'état. Ah, vous m'excuserez, il faut que je sorte. J'en ai la chair de poule. Christophe, 25 ans, vivait de petits boulots. Il collectionnait les DVD et était un passionné de musique hip-hop. Bah, c'est ça, c'est tous les DVD qu'il a achetés, qu'il a regardés sur son ordi portable. Quand il disparaît, fin 2011, Christophe laisse derrière lui toutes ses affaires. Ça, c'est tous ses habits. Hein. Tout est là, tout ça, c'est à lui. Hein. Tout son âge était là. Donc on s'est dit, mais c'est pas possible, il se passe quelque chose de grave. Jocelyne, la mère de Christophe, n'a jamais cru, elle non plus, à une disparition volontaire. L'histoire de Christophe, c'est celle d'un garçon facile. Né en 1986, il est fils unique. Là, c'est dans son bain, il rigolait toujours, je vous dis, il rigolait toujours. Toujours souriant, pas difficile à élever, rien. À 18 ans, il obtient un bac pro de maintenance industrielle, mais ne trouve pas d'emploi fixe. Il continue de vivre au crochet de ses parents. Son meilleur copain s'appelle Naren. Originaire du Cambodge, sa famille habite en France depuis 30 ans. Les deux hommes sont inséparables. Là, c'est quand il faisait ses danses avec ses Cambodgiens, là. Et c'est là que ça a commencé, quoi. Il les connaissait déjà au Enfin, lycée, il connaissait que Nara aussi Nara, au lycée. oui. Il connaissait Nara, mais après, bon, bah, il est Après, il a rentré dans connu, la oui. famille, les frères et sœurs, et puis tout ça, quoi. Naren s'est installé dans le petit village de Villers-Faucon. Il affiche un grand train de vie, notamment plusieurs voitures de sport. Pourtant, personne ne lui connaît d'activité professionnelle. Et ici, cette famille cambodgienne n'a pas bonne réputation.
J'ai jamais vu ça. Mais je vous dis, nous, on leur parlait pas, là. On voyait que les petits à l'arrêt du car, c'est tout, pour les récupérer les enfants à l'école, c'est tout. Tous les semaines, il changeait de voiture. À mon avis, nous, on s'est posé des questions. On s'est dit, à mon avis, il était du trafic, quelque chose comme ça. Il était violent, il avait des chiens qui se sauvaient, des chiens d'attaque qui se sauvaient. Les gens avaient un peu peur de lui, quoi. Ces rumeurs, les parents de Christophe les connaissaient. Ils ont bien tenté de mettre en garde leur fils à plusieurs reprises, sans succès. Ben, j'étais pas estimé sûr, hein, déjà. Moi, ils avaient déjà eu des problèmes avec la justice. Hein. Bon, après ça, c'est leur vie, hein, c'est pas nous. Et vous pensiez qu'ils avaient des vols, tout ça, des trucs comme ça, quoi. Christophe ne tient pas compte des avertissements de ses parents. Même nous, combien de fois qu'on lui disait, même moi je lui disais, tu peux pas quitter ces gens-là, trouver des autres copains ou trouver une copine, et puis faire ta vie. Je dis, attends, et puis non, il n'y a rien à faire, on a beau lui dire, il n'y a rien à faire. C'était ses copains, c'est tout. Le 25 novembre 2011, Christophe dîne chez son ami Naren, à Villers-Faucon. Il appelle son père le lendemain. Puis il me dit, ben, papa, je rentre pas de la semaine, je dors chez des amis. Et de là, plus de nouvelles. En réalité, il s'absente 4 semaines avant de redonner signe de vie. Et le 2 janvier, il me téléphone, et il me dit, ben, joyeux Noël, bonne année. Donc je lui dis, ben, t'oublieras pas de téléphoner à maman, c'est son anniversaire, qu'il a jamais fait. Son père ne le sait pas encore, mais ce coup de fil anodin sera leur dernier échange. À partir de là, plus personne n'aura de nouvelles de Christophe. Les parents, de plus en plus inquiets, finissent par s'adresser à la gendarmerie locale, qui n'intervient pas au motif que Christophe est majeur. Denis et Jocelyne écrivent alors directement au procureur de la République d'Amiens, qui lance une enquête. Les gendarmes découvrent que le jeune homme n'a fait aucun retrait bancaire depuis plusieurs mois et que personne ne l'a revu dans la région. Leur seule piste, c'est ce dernier appel de Christophe. Il a été localisé près de la maison de son ami Naren. Les enquêteurs arrêtent alors toute la famille et l'un d'eux passe immédiatement aux aveux. L'affaire fait l'ouverture du JT le soir même. Christophe Rambourg avait disparu depuis... Le procureur de la République prend la parole dans les médias. Ce jeune homme a été enlevé, séquestré durant plusieurs semaines, victime de sévices corporels graves. De torture? De torture. Il en est vraisemblablement décédé début 2012. Par contre, nous n'avons pas de possibilité de retrouver le corps dans la mesure où les agresseurs et les tourmenteurs ont découpé le cadavre et incendié les morceaux du cadavre. J'ai appris ça par la télé. Je me suis effondrée, puis quand ils ont annoncé en plus à la télé tout ce qu'ils avaient fait, parce qu'on ne savait pas jusqu'où ils avaient été, mais quand on a su par le procureur à la télé, j'ai mon frère, ma belle-sœur qui était là, j'ai hurlé dans la maison. Comment cette famille de 5 personnes aurait-elle pu basculer dans un tel déchaînement de violence? Que s'est-il vraiment passé dans cette maison de l'horreur? Nous avons retrouvé la mère de l'un de ces barbares présumés. Gilles, son fils, ne supportait plus de vivre sous le poids de la culpabilité. Il était marié à la grande sœur du clan. Juste avant son arrestation, il a tout avoué à sa mère. C'est la première fois qu'elle raconte. Il était contre la porte et puis il m'a dit « Maman, il faut que tu t'assoies, j'ai quelque chose de grave à t'annoncer. » Et c'est là qu'il m'a parlé de Christophe Rambourg. Il l'avait séquestré, il le traitait comme un chien. Plus il me parlait, plus je me sentais mal. D'ailleurs, j'ai fait des malaises. Il a regretté de me l'avoir dit, mais parce qu'il m'a vu avoir du mal. Il m'a dit qu'il avait été obligé d'aider à débarrasser le corps. C'est là qu'il m'a dit qu'il avait été découpé. Avant de mourir, Christophe aurait vécu un calvaire quotidien chez ses bourreaux. À chaque repas de famille, Gilles était là. Il affirme avoir tout vu. Quand il me décrivait ce qu'il lui faisait, j'ai même dit, mais c'est un cinglé, c'est un fou. Il me disait que il le faisait marcher à 4 pattes. Il l'a
attaché comme un chien. D'après ce que j'ai compris, il était au sous-sol. Je connais pas la maison, je peux pas... Il m'a dit qu'il lui donnait ses excréments à manger. J'ai dit, mais il m'a dit, tu te rends compte? Gilles a attendu 2 ans avant de craquer et de tout dire à sa mère. Car d'après lui, il était terrorisé par son ami Naren, qui dirigeait le clan d'une main de fer. C'est en tout cas la thèse défendue par maître Stéphane Dacot, l'avocat de Gilles. Pour ce qui est du silence pendant 2 ans, tant qu'on est dans le clan, on ne peut pas parler. Il y a vraiment une sorte d'omerta où c'est trop difficile. Les enjeux, ils sont trop importants. Naren aurait, semble-t-il, été prêt à tout pour échapper à la justice, jusqu'à menacer sa propre femme, comme nous l'explique son avocate, maître Lucas. Elle a, un moment, clairement dit « je vais parler, je vais dire les choses » et elle a été menacée de mort, disons-le clairement, par son ancien compagnon. C'est-à-dire qu'il lui a clairement dit « si tu alertes les gendarmes, eh bien, tu as beau être la mère de mes enfants, tu seras morte avant que les gendarmes arrivent. » Les avocats de Naren restent prudents dans ce dossier. Ils estiment que le niveau de responsabilité de chacun reste à établir. En attendant, le mystère demeure sur le mobile de ce crime abominable. À notre connaissance, aucun membre du clan n'a avancé d'explications précises. Même Gilles, le premier à avoir parlé, n'a rien confié à ce sujet. C'est quand même une famille où c'est, vous savez, ça c'est secret. Ce qui me paraît bien, c'est qu'ils s'entendent pas, mais ils se soutiennent tous. Je pense que c'est une famille qui a quand même beaucoup de pression. Et moi, je voudrais qu'il y ait des gens qui parlent, parce qu'il y a certainement des gens qui savent des choses. J'en suis sûre. Je voudrais qu'ils parlent pour les parents de Christophe Rambourg. Moi, je leur demande. À ce jour, il n'est question que de rumeurs. Christophe Rambourg aurait été séquestré et torturé pour lui extorquer de l'argent. Mais cela ne suffirait pas pour expliquer cette spirale infernale. C'est ce qui est peut-être dramatique dans ce dossier en l'état actuel, c'est qu'on ne comprend même pas. C'est-à-dire qu'on a l'impression que la situation s'est dégradée banalement, sans qu'il y ait d'explication possible, sans qu'il y ait de faits justificatifs, ou en tous les cas explicatifs de la situation. On a l'impression d'un glissement vers l'absurde, l'absurde. Quel que soit le mobile du crime, les parents de Christophe n'attendent qu'une chose. Qu'on leur dise enfin où se trouvent les restes de leur fils. Donc avoué, il est prêt, mais on attend toujours pour mettre des objets à lui, quoi. Puis après, je préfère un marbre avec sa photo, sa date de naissance, date de décès, on ne sait toujours pas. Alors, parce qu'on voudrait, c'est avoir un petit morceau d'os qu'on puisse faire un enterrement. Enfin, dire d'avoir quelque chose, une petite partie de lui, quoi. Près de 3 ans après sa disparition, les enquêteurs n'ont toujours aucune piste pour retrouver les restes du corps de Christophe. Aucune des personnes arrêtées n'a pour le moment donné d'indications précises. L'instruction est toujours en cours. Un seul d'entre eux semble avoir manifesté des remords. Ils pleuraient en disant, tu te rends compte, ils cherchent après leur fils depuis 2 ans. C'est ce que Gilles disait des C'est ce que Gilles m'a dit en parlant des parents de Christophe Rambourg. Il m'a dit qu'il n'arrivait même plus à dormir la nuit parce qu'il avait des images d'horreur qui lui traversaient la tête. Mais lui, il ne sait pas où il est, le corps. Il m'a dit, si je le savais, je te l'aurais dit. Il me dit, pour les parents de Christophe, il dit, et je l'aurais dit à la gendarmerie. Naren et ses proches devraient comparaître devant la cour d'assises. Le procès devrait se tenir en 2016. Il risquerait alors la réclusion criminelle à perpétuité.